Alors, mon client l'Empire lance son dernier monolithe en date, l'étoile noire, 60 applications fortement corrélées. L'organisation de ce Capharnaüm est complètement désirée par le client, et donc son besoin c'était de pouvoir industrialiser tout ça. Ça n'a pas été simple. Donc, on va retracer un peu d'où on est parti, les choix qu'on a fait, ce qu'on aurait pu faire, ce qui a marché, ce qui a moins bien marché, les feedbacks qu'on a eus. Et j'espère que vous pourrez apprendre quelque chose de ça. Alors, quand vous avez des problématiques, quand vous travaillez sur du DevOps, dans les situations un peu idéales, vous avez un peu des éléments clés, genre des équipes qui sont mixtes, avec des devs et des ops, pour partager des valeurs, des objectifs, des outils, des connaissances. Ça aide bien généralement. On évite les silos. Généralement, on veut des équipes qui gèrent des applications de bout en bout, pour la responsabilisation, pour des périmètres restreints, promouvoir des architectures qui sont un peu découplées, qui sont un peu microservices, bref, des choses qui vont bien. Et idéalement, vous voulez des sponsors puissants, genre valider les changements, faire sauter des têtes, tout ça, tout ça. Dans le monde idéal des bisounours, la progression sur les problématiques DevOps, c'est le nombre de personnes que vous mettez, le temps, et le ratio bonne pratique, mauvaise pratique. Bon bah ça, disclaimer, vous oubliez. Alors, on va présenter un peu la situation initiale. Quand je suis arrivé dans l'Empire, c'était quoi le projet? Alors, le projet, c'était 10 à 15 équipes de développeurs, que des full stack. Donc, maîtrise des outils de CI/CD, c'était pas dans le recrutement. Il y avait un silo dédié DevOps, une équipe des DevOps dédiée et une équipe Ops transverse group. Des réorganisations d'équipes fréquentes, donc à peine le temps de former quelqu'un qui n'est déjà plus là, et des équipes réparties sur plusieurs continents, sinon c'est pas drôle. Niveau sponsoring, alors, on va dire que c'était un peu léger. On avait la contrainte d'utiliser les outils internes, peu importe ce que c'était, et on avait l'obligation de respecter les process du groupe quand ils existaient, et quand ils n'existaient pas, eh ben, il fallait quand même les respecter. Alors, c'était pas évident. Niveau architecture, donc au début, le monolithe, c'était 50 applications. Alors, un monolithe distribué, rapidement, qu'est-ce que c'est? Donc, un monolithe, à la base, c'est une application avec plusieurs composants. Tout est fortement couplé. Donc, quand vous faites une evol pour impacter les autres, une architecture distribuée, par exemple avec des microservices, vous avez plein d'applications standalone qui portent chacune leur responsabilité et vous avez un peu de complexité sur l'orchestration, l'organisation de tout cet écosystème-là. Et bien, le mode distribué, c'est la fusion malsaine des deux. C'est-à-dire que vous avez toutes les contraintes des deux systèmes, vous avez plein de microservices, ils sont tous couplés entre eux, de différentes manières, soit par des API, soit par des bases de données. Et à la sortie, bah, vous avez un plat de spaghetti. Donc, mon client l'Empire avait un magnifique monolithe de 50 applications, qui n'était pas à la base lié à des contraintes techniques, hein. C'est vraiment la manière de gérer le projet, de faire des mises en production qui ont naturellement fait émerger ce type de solution-là, ou de problème. Et en fait, ce monolithe-là, il est en expansion. Il y a 2 ans, c'était 50 applications. Maintenant, c'est plutôt 60-65. Et je pense qu'un jour, on passera les 3 chiffres. Alors, niveau des environnements et des infrastructures, c'était quoi la cible initiale? Alors, dans l'Empire, il y a des VM en YAS, mais il n'y a pas d'infra as code, parce qu'ils ont mis une interface graphique par-dessus qui empêche d'avoir l'infra as code. Donc vous créez, vous commandez vos infrastructures avec des formulaires dans une interface graphique. Euh, Vous avez accès à des VM, vous avez accès à d'autres produits comme Kubernetes, qui est censé être managé, mais bon, dans les faits, pas vraiment. Et en gros, l'idée, c'est que même si la création des clusters Kubernetes, elle est un peu à la main, avec des formulaires et compagnie, bah en fait, une fois que vous êtes dans Kubernetes, bah, Kubernetes vous fournit un genre d'infra as code avec les définitions des applications. Vous retrouvez de la souplesse ici. Niveau des environnements, alors il y avait 15 équipes, mais il y avait 0 environnement de développement pratique pour déployer pour lancer en local 65 applications. Ils avaient un environnement d'intégration où tout le monde déployait. Bon, tous les jours, il y avait un déploiement des 60 modules, parce que le client ne déploie que 60 par 60. Bon, en moyenne, il y avait moins de 30% des déploiements en succès, c'est-à-dire qu'il y avait dans 2 cas sur 3 une application qui ne démarrait pas, un batch qui ne démarrait pas. Et bah, pour essayer de maintenir de la qualité dans cet écosystème, eh ben, il y avait 5 environnements de qualification après l'intégration. Euh, alors, bon, ce qu'on voit de tout ça déjà, le besoin fort quand même, c'était d'avoir plein d'environnements de développement,
parce que le 30% de déploiement d'intégration, pour pouvoir tester ce qu'on fait, c'était pas suffisant. Donc en gros, ils avaient des gros goulets d'étranglement sur la production de nouvelles features. Et en gros, leur solution, pour pouvoir avoir quelque chose d'un peu souple, c'était de migrer à Kubernetes. Je sais pas si c'était la bonne solution. En tout cas, c'était disruptif. Et au moins, ils ont avancé dans la bonne direction. Alors, à ce moment-là, leur CI/CD, elle ressemblait à quoi? Ils avaient déjà de l'intégration continue automatisée, ça va. Le déploiement, il était à la demande. Donc c'était une fois par jour sur un environnement, ou plus si vous aviez l'accord des dirigeants, enfin des sponsors. Bon, pas de déploiement continu, et en plus ils avaient amorcé un gros chantier de changement de stratégie de code, de Trunkbase vers Gitflow. Normalement c'est dans l'autre sens, et justement ça c'est un gros red flag. Pour faire simple, le Trunkbase c'est une des manières de gérer le code les plus simples. Le Gitflow que vous voyez sur la gauche, qui est là déjà un Gitflow simplifié, c'est une des manières de gérer le code la plus complexe. Et eux, ils ont choisi le standard Gitflow, qui est vraiment l'original, qui est celle qui a le plus d'étapes intermédiaires. Pourquoi ils sont partis là-dessus? C'est parce que pour pouvoir gérer un modèle distribué, la cohérence, faire des validations, ils n'avaient pas assez d'opportunités dans le Trunkbase. Donc les nombreuses étapes du Gitflow standard leur donnent plein d'opportunités de lancer plein de types de tests différents et plein de validations. Et ça leur permet de monter en qualité. Alors, leur CI/CD, à côté de ce chantier de changement de branche stratégie, en gros, c'était assez classique. Donc, on disait tout à l'heure, au niveau des outils, Bitbucket, Jenkins, c'est-à-dire que d'un côté, vous avez la gestion du code, de l'autre côté, vous avez l'exécution des builds. Donc, du coup, vous avez plein de projets Bitbucket qui vont contenir du code pour Jenkins. Et quand vous poussez dans le repo Bitbucket, Bitbucket il va faire un appel à l'API Jenkins, il va dire bonjour, j'aimerais bien que tu me lances un build. Donc en gros, l'idée c'est on pousse un commit, ça lance un build dans Jenkins. Jenkins récupère la définition des pipelines, les variables d'environnement, ce genre de choses-là, dans des projets Bitbucket. Il lance un agent, et en gros, dans leur process d'intégration, on lançait des tests, on lançait Sonar, on faisait un build, et à la sortie, on faisait un binaire. Parce qu'au début, ils déployaient sur des VM. Donc, ensuite, la partie de déploiement. Une fois par jour ou à la demande, hop, on prend tous les binaires de la branche principale, et on les pousse sur un environnement d'intégration. Ça passe ou ça casse, souvent ça casse. Donc du coup, ils ont fait un genre de process un peu qualité pour avoir un peu de stabilité. On déploie les 60 modules et à la fin, on regarde, est-ce que tout a démarré, est-ce que tout répond? Et si c'est le cas, on lance des tests, tests de charge, des choses de ce takami-là. Et si tout est bon, on promeut les binaires et on déploie sur un environnement de qualification. Donc là, en gros, vous avez un environnement d'intégration qui leur servait aux développeurs pour lancer leur module en local et se brancher dessus, quand ça marchait, un jour sur trois. Et un environnement de qualification qui était un peu plus stable, sur lequel les profils fonctionnels pouvaient tester les tickets. Et en gros, l'idée, quand ils voulaient faire une release, alors là, en gros, c'est... Ils allaient scanner tous les binaires d'Artifactory, ils allaient regarder tous les commits qui ont généré ces binaires stables, et avec ça, ils allaient sur tous les repos, sur tous les projets Bitbucket, ils allaient créer une branche release à partir du dernier commit stable. Et une fois qu'ils avaient fait ça, et ben en gros, ils allaient promouvoir les binaires dans un autre emplacement réservé aux releases, et ils allaient déployer ça sur l'environnement. Bon, quelque chose d'un peu lourd, quoi. Et donc là, après, vous avez un process qualité où il y a une autre équipe qui gère l'environnement, qui va dessus, fait ses tests manuels. Si c'est bon, ça part dans une autre équipe qui refait un peu la même chose mais différemment, et ainsi de suite jusqu'à ce que ça arrive en production. Donc un process fortement siloté, quoi. Alors, du coup, le continuous deployment, c'était un peu leur nouvel espoir. Comment on allait mettre un peu de souplesse avec Kubernetes dans tout ça? Alors, on s'est posé la question, déjà, comment on déploie dans Kubernetes? Il y a plusieurs outils qui ont été considérés, réellement. Le premier, c'était Kustomize, donc c'est l'outil natif de Kubernetes. Pour faire simple, vous avez des fichiers de base, ça va être toutes vos valeurs par défaut, toutes vos définitions dans Kubernetes, les parties réseau, les parties applicatives, toute la config. Vous allez avoir un deuxième ensemble de fichiers qui sont des opérations à faire sur les premiers fichiers, les valeurs qu'on va remplacer, les valeurs qu'on va calculer, les valeurs qu'on va supprimer même éventuellement. En gros, c'est là que vous allez mettre toute votre différence pour les différents environnements. Et ensuite, on génère les fichiers finaux qui vont permettre le déploiement dans Kubernetes. Donc en gros, là on le voit pas trop parce que c'est un peu petit, mais vous n'avez pas de template, c'est vraiment que des notions d'opération. Les fichiers par défaut ne sont jamais modifiés.
Donc ça facilite la réutilisabilité et le partage. Et comme on disait, c'est intégré directement à kubectl, donc vous n'avez pas besoin d'installer des choses en plus. Le deuxième outil qu'on a considéré, c'est Helm. Donc techniquement, c'est un gestionnaire de paquets, mais s'il ne permettait pas la configuration et le déploiement, j'en parlerai pas. Donc en gros, c'est orienté template, ça utilise GoTemplate, ça permet 2-3 niveaux de surcharge. Donc les templates, vous avez des placeholders. Vous avez les fichiers d'un côté de template avec les placeholders. D'un autre côté, vous avez des variables. Quand vous faites Helm install, ça résout les deux. C'est-à-dire que ça injecte les variables dans les placeholders. Et Helm se débrouille tout seul pour déterminer les commandes à faire dans kubectl pour réaliser ces déploiements-là. Un point qui est très important, c'est que Helm est capable de faire des rollbacks automatisés. Et quand vous avez déployé 70 applications, le fait que le rollback soit généré de manière automatique est un point très intéressant. Le deuxième gros avantage de Helm par rapport à Kustomize, c'est qu'en fait, les charts, ce sont vraiment des paquets. C'est-à-dire qu'ils ont tout le cycle de vie, il y a toutes les interactions qui vont bien avec. Donc on peut les stocker dans des repositories Docker et on peut les versionner, là où c'est pas géré nativement dans Kustomize. Et en gros, c'est les trois éléments qui nous ont fait choisir plutôt Helm à Kustomize, parce que pour un monolithe distribué, on avait besoin d'avoir un peu plus de souplesse. Et voilà, donc du coup, comment on a utilisé Helm pour déployer l'étoile noire? Alors on a fait un Uber Helm chart, c'est-à-dire qu'on a mis dans un répertoire tous les charts Helm nécessaires au déploiement du monolithe. Alors forcément, on a essayé de maximiser la réutilisation et la surcharge pour éviter d'avoir de la duplication partout. Donc en gros, on a une structure à 4 niveaux. Alors, on a essayé de faire des charts très génériques bas niveau qui serviront de dépendance au chart suivant. Donc on a un chart commun dans lequel on va avoir toutes les définitions par défaut des variables communes. On a fait ensuite des charts par stack technique, un chart Spring Boot, un chart Angular. Donc ça, c'est la manière générique de déployer une application, un peu normalisée. Le niveau du dessus, c'est les charts applicatifs. Eux, ils injectent juste les configurations nécessaires, leurs spécificités à eux. Et le chart master, qui lui, en gros, est l'orchestrateur, dans lequel il y a des dépendances sur chacun des charts d'application, dans lequel vous pouvez définir est-ce que j'active ou pas le déploiement de telle application ou pas, est-ce que je déploie tout, est-ce que je fais un déploiement partiel, quels sont le domaine pour l'ensemble des charts, bref, un peu tout ça. Ce qui est un peu contraignant avec Helm, comme on disait, c'est que en fait, il n'y a pas beaucoup de niveaux de surcharge, parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de niveaux de dépendance. Dans Helm, vous avez un niveau de dépendance. C'est-à-dire que par exemple, le chart common, qui a des définitions pour tout le monde, tout le monde doit en hériter directement. Les charts applicatifs, ils héritent de ces charts-là, mais pas des définitions-là. En fait, elles ne sont pas transmises. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un peu le foutoir. Alors, on a commencé à publier cette charte-là, parce que au début, ils étaient tous dans le même repo, donc on ne publiait que le chart master, un beau binaire dans un repository. Avec le temps, on a commencé à publier indépendamment les charts génériques pour pouvoir les utiliser dans d'autres projets de l'écosystème. Alors bon, il a fallu faire un pipeline de build un peu custom pour respecter les dépendances, publier dans le bon ordre les charts pour que toutes les variables soient résolues. Et voilà. Donc là, en gros, avec ce Uber Helm chart, on était capable de faire un déploiement à la demande manuel. Donc comment on intégrait ça dans l'existant? Et ben on a ajouté ça tout simplement à la fin de leur pipeline de déploiement. Donc leur pipeline de déploiement, c'était un gros pipeline Jenkins qui prenait plein de paramètres en entrée. La branche guide pour le projet en cible, la branche guide pour le projet Helm, le nom de l'appli, l'environnement sur lequel il déployait. Il lançait des playbooks en cible. Les playbooks en cible faisaient des actions un peu transverses, récupération des secrets, détermination des environnements, toutes ces choses-là. Et le déploiement cible, à la fin, en gros, lance le déploiement Helm en lui transmettant un fichier de variables. L'intérêt étant que même si Helm peut faire que 1 ou 2 niveaux de surcharge, Ansible, il y en a 22. Et ils en exploitent au moins 10. Ça, c'est record, j'ai jamais vu ça, mais voilà. Bon, pour leur cas d'usage, c'est au moins nécessaire. Et en gros, l'idée, c'est qu'à la fin, vous avez fait votre déploiement, vous allez mettre à jour le déploiement pour mettre les images applicatives dont vous avez besoin. Parce qu'en gros, quand vous déployez avec Helm, l'image, elle est fixe. Donc si vous avez besoin de changer à la fin,
bah, en gros, vous allez sur Kubernetes et vous changez l'image Docker liée au déploiement. Alors, là, on a fait le déploiement allemand, on n'est pas encore au continuous delivery, hein. Il y a encore du travail. Donc, en gros, l'idée, c'est qu'on a raccroché à leur pipeline d'intégration les étapes de déploiement. Donc, on reprend le pipeline d'intégration dont on a parlé tout à l'heure et on a ajouté une étape de déploiement. Le problème, c'était d'avoir tous les paramètres en entrée. Alors, dans cette version-là, les paramètres, ils venaient des applications elles-mêmes. En gros, il y a un Jenkins file dans chacun des projets qui fournit ces informations-là. Si les utilisateurs avaient besoin de configurer autre chose, ils avaient la possibilité de lancer des jobs manuellement dans Jenkins via l'interface graphique, donc en sélectionnant dans des menus, dans des champs déroulants, des choses comme ça. Ça lançait un déploiement et en gros l'idée, à la fin du pipeline d'intégration, on vérifiait que le déploiement s'était bien déroulé et que l'application répondait. Donc ça, c'était la première version de la CI/CD. Alors, c'était quoi les feedbacks? Il y a eu quelques feedbacks positifs, mais on a eu quand même beaucoup de problèmes. Alors, le premier, c'était avec tous ces nouveaux outils, notamment Helm, il a fallu faire beaucoup de communication, beaucoup de formation. On n'a pas toujours bien réussi. Donc les développeurs étaient complètement perdus. Le déploiement auto, il était fastidieux à l'usage parce que pour pouvoir avoir du rafraîchissement automatique des environnements, bah, il fallait configurer dans plein de projets des variables. Donc il fallait presque faire plus de commits pour configurer le déploiement auto que pour le développement de sa feature que le développement de la feature en elle-même. Et de manière générale, eh ben, c'était hyper fastidieux parce que dans Jenkins, il fallait aller dans plein de menus, il fallait lancer des jobs avec 50 paramètres, c'était assez chronophage. Et à la sortie, bah, ils n'étaient même pas sûrs de ce qu'ils avaient déployé. Du coup, bon, bah, on a fait une version 2, on a contre-attaqué. C'était quoi les objectifs suite à ces feedbacks-là? Le premier, c'était de simplifier l'usage auto des déploiements. Donc le cas principal qui faisait qu'ils avaient besoin de redéployer à la main, c'était quand il y avait des changements sur des repos transverses. Parce que ce qu'on avait vu, c'est qu'on avait branché le déploiement automatique sur les projets applicatifs. Mais du coup, quand on changeait le projet de déploiement, quand on changeait le projet Helm, qu'est-ce qui se passait? Bah rien. Donc là, en gros, il fallait résoudre ça. Le deuxième point, c'était de simplifier la gestion des environnements. Le problème qu'ils avaient, c'est qu'on avait fait un déploiement automatique par application, mais du coup, ils avaient du mal à savoir ce qu'il y avait concrètement sur les environnements, quelles étaient les applications déployées, quelles étaient la version, l'image Docker de ces applications-là, quelles étaient la configuration déployée. Donc l'idée, c'est qu'il fallait qu'on trouve une solution à ça, qu'on recentre toutes ces activités-là à un seul endroit, et surtout qu'on ne rajoute pas de technologie, parce que Helm, c'était déjà trop. Alors, la mise à jour des environnements quand il y avait un changement dans un repo transverse. Alors, le problème, quand vous êtes dans un monolithe distribué, c'est de savoir bah, qu'est-ce que je fais quand il y a un changement. Parce que vous êtes sur un monorepo, une application standalone qui porte tout, bah, c'est pas compliqué, vous relancez un build, on n'en parle plus. Quand vous avez 60 applications, bah, c'est difficile de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, bah, pour résoudre ce problème-là, il vous faut plein d'infos. C'est quoi la fréquence du changement? C'est quoi le temps de déploiement? Un fichier qui change toutes les 5 minutes, il faut 1 heure pour déployer le changement. Ça peut être intéressant d'avoir ce ratio-là. La criticité du changement, bah ça, c'est pas compliqué. Il faut savoir, est-ce que le repo dans lequel il y a eu un changement, il est critique ou pas? Est-ce que c'est un projet annexe ou c'est le cœur du monolithe? L'endroit où il y a un changement, est-ce que c'est un endroit qui est critique ou pas? Je ne sais pas si vous avez structuré votre repo avec une logique par environnement, par équipe, par application. Ça vous donne une information. Et enfin, savoir quel est le fichier qui a été modifié. Donc, pour ça, on utilise guide-diff. Donc, avec la combinaison de ces trois informations-là, on est arrivé à déterminer, bon bah, dans un projet critique, on change un README, ça vaut peut-être pas le coup de redéployer. Dans un projet un peu annexe, on a fait un changement d'une configuration critique, et ben, ou sur un environnement sensible, et ben, on sait qu'il faut redéployer. Le gros changement, c'était de savoir, d'avoir l'information, de savoir dans quels environnements était déployé ce qui venait de changer. Jusqu'à présent, on fournissait tous ces paramètres-là en entrée des jobs. Là, on a dû faire l'approche inverse. En gros, c'est mis à tout stocker dans les environnements. En gros, les environnements, ils avaient avec eux une petite fiche. Bonjour, j'ai l'application A qui est déployée dans telle version-là, tel module. Et l'idée, c'était qu'au lieu de demander l'information aux utilisateurs, on scannait les environnements pour avoir les informations dont on avait besoin. C'est-à-dire, on avait changé l'application A, et ben on scanne tous les environnements dans Kubernetes pour savoir, ah bah l'application A, elle est déployée sur l'environnement B, et ben on change l'environnement B.
Et le dernier point, bah, on a dû retravailler un peu notre manière de déployer parce que Ansible, ça c'est un couplage assez fort, donc on a pas mal réorganisé le déploiement. On a déplacé des choses dans Jenkins, de la logique, des actions un peu mineures qui ne se disent pas forcément Ansible. Et en gros, avec ça, on a pu lancer des déploiements depuis des projets qui n'étaient pas au centre de la CI/CD. Et donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'était bon, bah, comment les utilisateurs ils peuvent configurer en gros le déploiement qu'ils veulent sur les environnements. Le premier point, c'était vraiment un changement de logique utilisateur. Avant, les utilisateurs ils demandaient des actions parce qu'ils espéraient un résultat. Mais les actions qu'ils demandaient, c'était pas forcément les bonnes pour avoir le résultat. Et en fait, on avait souvent des problèmes, des gens qui demandaient du support en mode j'ai lancé le déploiement de telle appli sur tel environnement, pourquoi ça marche pas? Parce que tu t'es trompé d'environnement, ou parce que tu as oublié de déployer l'autre appli, et machin, et donc ça faisait plein de problèmes. Donc en gros, on a remplacé la logique, on s'est dit, il nous faut une solution où en fait les gens ils décrivent ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils veulent dans l'environnement, quelle version, plutôt que d'essayer de l'inférer. Le deuxième point, c'était le changement d'interface. Au début, on n'utilisait que Jenkins, mais en gros, les développeurs, ils trouvaient ça vraiment trop frustrant à utiliser. Tous les pipelines n'étaient pas toujours construits pareil, les noms des variables n'étaient pas toujours très clairs, et puis il fallait aller dans plein de menus parce que tous les jobs ils étaient cloisonnés. Donc on s'est dit bon, on va passer à Bitbucket parce que Git c'est un outil qui est utilisé par tous les développeurs et Git il résolvait plein de problèmes qu'on avait sur la traçabilité des actions, sur l'historique, sur la gestion de la concurrence. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un projet de gestion des environnements. Très classique, hein. Donc en gros, c'est un projet dans lequel il y a des fichiers YAML qui correspondent à des environnements. Dans ces projets-là, ils ont la possibilité de définir quelles applications ils veulent sur quels environnements. Ils peuvent définir un environnement de référence s'il manque un module. C'est-à-dire qu'on ne va pas déployer les 60 modules dans les 200 environnements du client. C'est-à-dire que s'il manque un module, eh ben, quel est l'environnement de référence? Est-ce que c'est un environnement avec une version release? Est-ce que c'est l'environnement de la branche développement? Est-ce que c'est un environnement qui est sur la branche master? Et en gros, ils ont aussi besoin de pouvoir surcharger des variables un peu courantes. Ils ont besoin de raccourcis, entre guillemets. Donc là, par exemple, dans cet exemple-là, qu'est-ce qu'ils peuvent surcharger? Le cluster sur lequel ils déploient, les versions des projets transverses, les modules à déployer et leurs images, et des propriétés, par exemple, comme la base de données utilisée. Forcément, si vous avez 100 environnements de développement et que tout le monde appelle la même base de données, ben, dès que quelqu'un modifie le schéma, qu'il y a 99 autres environnements qui rigolent. Donc il y avait vraiment ce besoin-là de pouvoir découpler un maximum. Alors, il y a eu plein de problèmes, notamment de performance. Au début, ça faisait un vrai goulot d'étranglement. On avait des problèmes de performance sur les builds. Donc il y a eu beaucoup de travail dans ce sens-là. On nous a demandé aussi des nouvelles fonctionnalités. Il y a des équipes qui avaient des workflows de travail un peu spécifiques. Il y a des batchs, des spring batch ou des batchs à la main. Donc on a fait pas mal de choses dans ce sens-là. Et quand le produit était mature, on a recollecté les feedbacks. Et ils étaient très positifs, mais on a eu aussi des feedbacks négatifs. Alors, le premier, c'était de déterminer la configuration effective des applications. Bah ouais, la configuration, il y en avait dans Ansible, dans Helm et dans Spring Boot. Donc les trois cumulés, ça fait 30 niveaux possibles de surcharge. Et il y en a beaucoup qui étaient exploités. Donc ils avaient beaucoup de mal de savoir concrètement quelle était la configuration consommée par les applications. On a eu aussi des retours sur l'accessibilité. En fait, quand on est passé de Jenkins à Git, on a complètement squeezé les utilisateurs qui n'étaient pas des développeurs. Donc du coup, comment on fait pour réengager ces gens-là? Et de manière générale, ils n'aimaient pas trop le fait que d'un côté il y a Bitbucket pour diriger, et de l'autre côté il y a Jenkins pour voir les résultats. Alors, du coup, sur la dernière étape, on a demandé aux devs qu'est-ce qu'ils voulaient. Le premier point, c'était Spring Boot Admin. C'est quelque chose qu'ils avaient déjà sur les VM. En gros, c'est un système de collecte des métriques des applications. Les applications Spring Boot, elles se connectent à Spring Boot Admin, elles s'enregistrent. Spring Boot Admin appelle les endpoints des applications pour collecter plein de métriques, les logs, les configs, les infos de la JVM, le cache, et j'en passe. Et il affiche ça de manière un peu sympa. Ça répondait à pas mal de leurs besoins, notamment ça affiche la config telle que lue par l'application, vu que c'est l'application qui la retourne, donc ça c'est vraiment quelque chose qu'ils adorent. C'était pas trop compliqué à déployer parce que c'est une appli sur étagère. Par contre, c'est une appli qui a des soucis. Déjà, ça nécessite d'activer toutes les métriques des applis, et certaines qui sont un peu critiques, les logs, les métriques, les configs, qui peuvent contenir des secrets. C'était pas très adapté au conteneur, il a fallu bricoler pour que ça tourne bien.
Et de base, l'autente et la gestion des droits, elle est quasiment inexistante. Donc c'est dur à sécuriser. Voilà, voilà. Et forcément, ça marche que pour Spring Boot. Bon, dans l'organisation, c'est à peu près. L'autre outil sur lequel on est passé, c'est l'outil natif de Kubernetes, c'est le dashboard Kube. On ne l'a pas retenu très rapidement parce que les performances étaient catastrophiques. Ça mettait à genoux le cluster Kube. Ça bombardait l'API Kube qui était submergée. Et on s'est dit, bon, s'il y a 2 personnes, on surcharge Kubernetes. Une fois qu'il y en aura 100, ça ira pas. Voilà. Alors, le dernier point, c'était l'accessibilité. Donc, on disait, Jenkins, c'est pas terrible, Bitbucket, c'est pas idéal. C'est trop séparé. La solution, elle est venue du client. Ils ont fait un hackathon dans lequel ils ont eu un POC de dashboard spécifique. Donc, leur solution à leur problème spécifique, c'est de déployer des applications spécifiques. Donc, le dashboard, le développement Control Center qu'ils ont commencé à développer, l'idée c'est de remplacer les interactions avec Git par des formulaires web. C'est de faire des dashboards spécifiques à leur process de livraison avec des informations agrégées de toutes les sources et notamment d'inclure Jira. Donc ça répond spécifiquement aux besoins, mais le risque c'est de redévelopper toutes les interfaces graphiques de tous les outils dont on vient de parler. Et ça prend du temps. Donc la conclusion, si on peut en avoir une, standardiser avant d'automatiser. Je sais c'est évident, mais du coup quand vous le faites pas, voilà ce qui se passe. Quand vous le faites, voilà ce qui se passe. Quand vous avez standardisé avant, vous n'avez pas de problème spécifique, donc vous avez des solutions qui sont plus simples, voire même des solutions sur étagère qui sont prêtes à l'emploi, et vous n'avez pas besoin de réinventer la roue et de vous prendre la tête sur des problèmes hyper incongrus. Voilà, je vous remercie.